心。Bienvenue dans le truc, nouvelle émission, nouvel invité, vous connaissez la formule. Aujourd'hui, on reçoit Ismaël Mereghetti. Comment ça va? Mais ça va très bien, merci pour l'invite. Ça fait du bien de t'avoir en forme. On va commencer avec l'outil important, le sablier, parce que ça permet de contrôler le temps de parole, donc 30 minutes chrono. Ok. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Donc là, on a la chance, c'est l'opportunité d'avoir Ismaël Mereghetti qui vient de faire son entrée au Move depuis peu. On a vu ça. C'est vrai. Raconte-nous. C'est très simple. Alors, l'histoire, elle est en deux étapes, on va dire. La première, c'est là, cette année, cet été, on m'a contacté pour la nouvelle formule de Move Rap Club, qui était avant une quotidienne, qui maintenant passe en hebdo, avec un truc assez intéressant parce qu'on produit l'émission pour qu'elle soit une vidéo YouTube, avant tout, et après, on en découpe des passages pour en faire en radio, tu vois, une émission en radio. Mais avant tout, on produit le truc pour le visuel, en fait. Donc, ça témoigne aussi des nouveaux usages, tu vois, qu'on peut faire comme une radio comme Move, elle veut aller cibler des publics vidéo sur YouTube. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, donc ils m'ont contacté pour faire ça. Moi, ça me chauffait. Ils m'ont laissé plutôt carte blanche pour proposer ce que j'avais envie de proposer dans l'émission, ce qui est toujours important pour moi, de faire ce que j'aime et de ne pas être dans des formats qui me contraignent trop, tu vois. Donc, j'ai dit oui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quelques années auparavant, j'avais frappé aux portes de Radio France, parce que Move appartient à Radio France. J'ai frappé à leur porte en leur proposant des émissions rap. À cette époque-là, Move n'était pas une radio rap, c'était une radio rock plutôt. 2013, ça? Ouais, je crois que c'est en 2013-2014. Move devient une radio rap en 2015. D'accord. Je frappe à la porte précisément de France Culture. Je voulais faire un décalage, tu vois, je voulais aller proposer du rap à France Culture. Donc j'avais monté un vrai dossier solide, construit avec des choses que j'estimais cool, tu vois. Bien sûr, Et je me suis retrouvé reçu par le numéro 2 ou 3 de France Culture, qui avait lu mon dossier. Il m'a convoqué dans son bureau. Donc moi, je me dis, ça sent bon, tu vois. Je me retrouve là-bas et tout. Et le mec, concrètement, je te parle franchement, il m'a pissé dessus pendant une heure. C'est-à-dire, vraiment, il m'a reçu, il m'a dit, j'ai lu votre dossier et tout. Et je vais vous expliquer pourquoi on passera pas de rap à France Culture. Et il m'a sorti tous les clichés classiques, mais les clichés les plus basiques. Il m'a dit, mais si par exemple, il y a quelqu'un qui écoute ça dans sa voiture, il s'arrête à un feu rouge, il y a une vieille dame qui passe, elle va avoir peur. Parce que le rap c'est ceci, parce que le rap c'est cela. Les pires clichés qu'on entend depuis 30 piges, tu vois. Et je suis ressorti de là, j'étais sonné. Genre, je m'attendais pas à autant de basiques clichés sur France Culture, tu vois. Et donc pour moi, c'est un beau truc de pouvoir intégrer maintenant que le rap a cette exposition-là. Nous, on était là depuis, mais c'est maintenant que ce rap a cette exposition-là, de pouvoir intégrer Radio France. C'est un honneur, c'est un plaisir, sur le service public, de parler de la culture hip-hop. Mais c'est clair. Mais donc, toi, tu as vraiment été aux premières loges de ça, de ce passage et cette transformation du hip-hop qui, aujourd'hui, devient la musique qui porte, si tu veux... Enfin, quand tu regardes les rapports du SNEP, là, on s'aperçoit que la musique urbaine, dans le top 20, on a classé plus de 18 personnes. Donc, forcément, elle porte. Tu as connu cette époque où elle était moins bien accueillie. Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle image et cette nouvelle structure de la musique urbaine aujourd'hui? Tu vois, vraiment, moi je suis né en 89, mais j'ai écouté du rap dès 97 à peu près, 98, très tôt. Donc j'ai vraiment connu fin des années 90, toutes les années 2000. Je me rappelle d'être entouré, même au collège, même tout ça, de gens qui critiquaient systématiquement le rap, que ce soit les adultes, que ce soit même les plus jeunes. On était vraiment marginalisés. Il faut l'avoir vécu pour ça. On était marginalisés. Et tu sais, même moi j'ai fait une partie de mon enfance-adolescence dans le 93, dans une cité, tout ça, Bondy. Même là, le rap n'était pas non plus... Il y avait des gens qui en écoutaient pas mal et tout, mais c'était pas non plus... tout le monde est fou. C'était pas dingue. Et en fait, voir que maintenant... les gens sont obligés de nous calculer et sont obligés même de taire un peu leurs critiques, même si tu vois, c'est une victoire en vrai. Tu vois. Non, mais c'est donc, clair. Forcément, l'essor commercial, il va avec plein de choses. Et si tu as connu les années 90, les années 2000, tu te rappelles que le commercial, c'était un mot qui était parfois négatif. Évidemment. Tu vois. Évidemment. Mais ça n'empêche personne de faire de la bonne musique. Le fait que beaucoup de gens achètent du rap et que beaucoup de gens achètent plein de types de rap, ça n'empêche personne de faire la bonne musique. Et je pense même que forcément,
il y a mathématiquement plus de public pour les bonnes choses. Après, il y a des mauvaises choses. Mais comme partout, quand ça devient énorme, il y a de tout. Donc moi, je suis content de ça. Parfois, je ne me retrouve pas dans tout ce qui sort. Ouais, mais qui nous oblige? Qui nous oblige à kiffer? T'as le choix. Ouais. Tu vois, t'as le choix. T'as juste le choix. Et on parlait en off tout à l'heure d'Alpha One, par exemple. Alpha One, il sort au même moment que plein d'autres trucs qui sortent, qu'on va peut-être moins aimer, etc. Donc il y a de tout, en fait, tout le temps. Et c'est beau de voir ça. C'est beau. Là, on est le jour où on enregistre. Hier a été annoncé qu'au Super Bowl, il y aurait Dr. Dre avec Snoop Dogg, Eminem, Kendrick et Mary J. Blige. Mais qu'est-ce que c'est incroyable, tu vois. Incroyable. Aux États-Unis, la mi-temps du Super Bowl, ça va être Dr. Dre. Et alors que c'est l'événement où, si tu veux, la publicité coûte le plus cher. Donc on sait que c'est l'événement où il y a le plus de téléspectateurs qui sont connectés. Donc ça en dit long sur le rôle. Sur la réussite, tu vois. On a gagné. On verra combien de temps ça dure. C'est des cycles, hein. La vie, c'est des cycles. À un moment, on va reperdre. Mais là, il faut savourer. Moi, je me dis souvent, là, on vit une époque incroyable. Je savoure, je kiffe. Mais tu penses que justement, au-delà de ce fait-là, qu'il y a quand même là une reconnaissance forte, mais est-ce que les acteurs de cette musique en ont les rétributions vraiment, réellement? L'impact, parce que c'est ça la question aussi. Qu'est-ce que tu appelles acteur? Je parle des artistes, parce que quand on regarde les dernières études, on s'aperçoit que les musiciens ont perçu quasiment 5% de ce qui avait été généré par la musique. Donc tu vois, chacun mange à tous les étages, tu vois. Les radios, le streaming, tout le monde prend sa part. Totalement. Maintenant, ce qui est sûr, de toute manière, l'industrie capitaliste, c'est toujours comme ça. Hein. Ah ben oui. Ceux qui créent, c'est ceux qui touchent le moins, de toute manière. Mais tu vois, la dernière fois, pour Move, on a reçu Deauzi. Ouais. Deauzi, à un moment, il a une chanson dans son album qui s'appelle Génération 90. Et donc, à un moment, je fais un petit questionnaire sur... j'essaie de le replonger dans les années 90, 2000 et tout. Et je dis, est-ce que tu aimerais, toi, être un rappeur des années 90, des années 2000, qui l'ont bercé, tu vois? Ouais, bien sûr. Et il me dit, mais je toucherai aucun stream, aucune SACEM, je toucherai rien. Il y a un nombre d'artistes qui ne pourraient pas vivre de leur musique. Donc, certes, ils pourraient en vivre bien mieux, je suis d'accord. Les pourcentages de tout pourraient être bien plus élevés. Moi, je suis pour ça tout le temps. C'est vraiment ça. Voilà. Mais il faut être conscient que on les a vus, les Nesbill, on les a vus, les Salif. On a l'habitude d'entendre ça, mais tu vois, ils n'ont pas vécu de leur musique comme ils auraient dû. Et maintenant, t'en as plein qui pètent leur disque d'or, qui pètent leur stream, et ils peuvent vivre convenablement de leur musique. Mais c'est vraiment ça qui a changé quand tu regardes finalement l'histoire. Et c'est pour ça que quand tu vois Michael Jackson, ce qu'il a pu réaliser dans les années précédentes, il captait quasiment la moitié de la richesse qui était générée dans la musique. Aujourd'hui, c'est vrai, quand tu regardes l'exemple en 2017, je sais pas, je crois que c'était Taylor Swift l'équivalent, donc ça laisse beaucoup plus d'espace à plus de gens, comme tu le dis, de pouvoir vivre de la musique. C'est vrai. Même s'il y a quand même un débat autour de la rétribution, parce qu'avec le streaming, on sait que c'est quand même très léger et que la captation aussi du financier, c'est toujours comme ça. Mais il y a un truc qui est important dans le rap, qui a toujours été précurseur, je pense, en termes d'indépendance et de contrats, c'est que tu regarderas maintenant dans l'industrie du rap, tu as de moins en moins de contrats d'artistes, qui sont les contrats qui sont peut-être les plus défavorables aux artistes, forcément en termes de pourcentage, parce qu'ils prennent beaucoup de choses en jeu, les maisons de disques prennent beaucoup de choses en charge, mais les rappeurs, maintenant, c'est contrat de distrib la plupart du temps. Et ils font leur business, ils mettent leur billes, et ils ont besoin de juste les petits appuis promo ou autre, tu vois. Et donc, ils essaient de gagner le plus possible. Et on a toujours eu cette mentale de croquer le plus possible dans l'industrie pour le moins se faire couiller possible, tu vois. Non, mais c'est sûr. Mais en plus, toi, tu es l'un des premiers à avoir cru en cette musique, parce que, je le dis pour les auditeurs, on a échangé, on a fait déjà un live en off, un live précédemment, mais t'es journaliste vraiment, quoi. Journaliste, moi, pour leur dire, t'as eu des reportages, t'as bossé avec l'AFP, t'as bossé avec Ouzbek Erika, t'étais au Yémen ou en Grèce aussi. Donc, voilà, t'étais vrai journaliste et donc t'as fait une transformation pour aller te spécialiser dans la culture urbaine. Donc là, l'appellation journaliste rap, elle tient. Pour le coup, elle tient pour toi, elle tient. Mais t'as senti cette opportunité de quitter finalement le monde journalistique classique pour aller dans une spécialité rap? Bah, tu vois, en vrai, pour moi, c'était même pas une opportunité. Parce qu'en fait, dans opportunité, on pourrait penser opportuniste, tu vois. En fait, moi, au moment où je fais ce choix, moi, je suis bien. Quand je fais ce choix, je suis correspondant en Grèce pour Le Parisien et France 24. Donc, en gros, je te dis, je suis bien, tu vois, je fais ma vie, je suis bien. Et en fait, j'entends des émissions de rap qui commencent à naître, No Fun par exemple. Là, c'était pas No Fun à ce moment-là, il y avait Deeper Than Rap, l'équipe de Mehdi, il y avait plusieurs personnes, il y avait Nicolas Pellion, il y avait le Captain Nemo, tout ça. J'entends ces gens-là parler de musique et de la musique que j'aime. Ils en parlent comme les vrais journalistes parlent d'autres sujets. Donc je me dis, putain, il y a un journalisme rap qui est capable d'exister. Et moi, dans une sorte de
je me dis pas ça va marcher, parce qu'à ce moment-là on fait pas d'argent. Ces mecs-là, je pense qu'ils faisaient pas d'argent dans la musique et tout. Mais moi je me dis putain, j'ai envie professionnellement de m'impliquer là-dedans. Ouais. Une sorte de quête personnelle. Je me dis là, tout ce que je fais, tous les reportages que je fais, c'est bien, mais c'est pas totalement moi. Qu'est-ce qui est moi? C'est ma passion pour la musique. Donc je serais bon, encore meilleur dans mon travail si j'arrive à mettre de moi-même dans mon taf. Sans pour autant s'interroger sur la réalité économique. Eh ben en fait, je commence à avoir cette idée-là de me dire j'ai envie de faire ça. Tu vois, je les écoute, je me dis putain, j'ai envie de faire ça. Et là, il y a une opportunité qui tombe, pour le coup. Ouais. On me contacte, mais par hasard, pour participer à un web documentaire où il fallait que j'interviewe des artistes. D'accord. Des artistes rap. Et donc, je commence à le faire, on me paye pour ça. Et je me dis, putain, ça me donne trop envie. Et qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais monter. J'ai aucun contact dans la musique, je sais pas quoi. Je vais monter mon podcast, gratuit, machin. Je vais bosser. D'accord. Et on verra, je me laisse 2 ans, 3 ans, on verra si j'arrive à exister dans ce milieu. En parallèle, moi, je sécurisais, je continue à travailler dans le journalisme traditionnel. Je continue à faire des piges rémunérées pour payer mon activité non rémunérée de podcasteur rap. De vrais sacrifices. Bien sûr. Moi, j'ai passé, avant de toucher le moindre centime grâce à mon travail dans le rap, j'ai attendu peut-être 2 ans et demi. Mais 2 ans et demi où je travaillais à 80% sur le rap. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu vois? Donc c'était vraiment ta passion à ce moment-là. Bien sûr. Je faisais un podcast, mon podcast s'appelait Gimmick, avec des collègues. On faisait une émission par semaine. Donc t'imagines tout ce que ça représente, de caler les invités, de faire la promo, de préparer l'émission, tout ça. Ça prenait 80% de mon temps. Ah bah oui. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, j'ai pas touché un centime. Et c'était pas pour l'argent que je le faisais. Oui. C'était pour faire ce que j'avais envie de faire, tu vois. Mais quand je me suis lancé là-dedans, je me suis même pas dit est-ce que j'arriverai à en vivre un jour ou quoi. Tu sais, c'était une évidence. Je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et en fait, tout a collé, c'est-à-dire l'explosion du rap, l'explosion des médias, tout s'est mis au bon moment, en fait. Et voilà. D'accord, donc tu as chopé... j'ai eu le bon timing, on va dire. Bon timing, Mais bon timing avec 2 ans et demi, en fait, où tu te sacrifies, entre guillemets. Non, mais c'est ça. Mais on en revient souvent à ça, parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, journaliste rap, et là, dans ton cas, forcément, oui, il y a l'accréditation journaliste. Et tu avais la carte de presse ou... Ouais, donc voilà, c'est ça, la carte de presse. Mais... avec les échanges qu'on a eu avec Nifa, avec Raphaël Lacruz, avec Thomas de Bouscapé, etc., on sent quand même qu'il y a une certaine fragilité quand même dans le métier de journaliste rap, parce qu'il faut aussi multiplier les collaborations sur différentes choses, multiplier les casquettes. Donc ça reste quand même, mine de rien, quand même une certaine fragilité, pas pour pas employer le mot précarité, mais tu vois bien que il faut. Tu peux, en fait, mais le métier de journaliste, il est précaire, quoi qu'il en soit. Tu vois. Tu peux en vivre bien, ça dépend des postes, tu peux en vivre très mal. En fait, ça dépend de comment tu te débrouilles, ça dépend de tes opportunités. C'est un peu la même chose dans le rap, sauf que les économies des médias rap, c'est pas généralement des médias comme le Parisien ou autre, qui ont des énormes structures, avec des énormes roulements financiers, tout ça. Donc forcément, les payes, elles peuvent être plus compliquées, il faut souvent multiplier. Moi, ça me dérange pas, j'ai toujours considéré l'indépendance comme une manière de multiplier les opportunités de taf. Donc là, j'en profite, je multiplie tout ça. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur comme métier. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est beaucoup de... Enfin, t'es pas royal, en fait. Oui, mais en tout cas... tu t'investis pour quelque chose que tu kiffes et ça, si tu veux, c'est ce que tu gagnes derrière. C'est que tu te réveilles le matin, tu as la pêche, tu as envie de le faire et que tu vas pas entrer dans les pieds. Bien sûr. Donc, non, mais c'est clair que... Et là, d'ailleurs, pour continuer dans le sens de tout ce que tu as pu faire, il y a aussi, tu animes encore un podcast, je pense à Groover, Groover aussi, je pense à ce que tu fais autour de la place hip-hop, si tu peux en parler plus dans les détails un peu de ce qui s'est passé, et notamment les lives arrangés aussi. Bien sûr. La place, c'est un centre culturel à Paris, de la ville de Paris. Comment j'ai commencé à travailler avec eux, je crois en animant des conférences sur le rap, ce qui est un kiff, tu vois. En fait, c'est lunaire de te dire j'anime une conférence avec des invités, on parle de rap, tu vois, c'est ouf. Et petit à petit, on a resserré nos liens, nos collaborations et tout. Et à un moment, ils m'ont proposé, la nouvelle équipe qui est arrivée m'a proposé de réfléchir avec eux sur des formats audiovisuels. En gros, d'être auteur-réalisateur et de réfléchir à des concepts. Et on a mis en place ce concept-là, le live arrangé, qui est un truc qui est un énorme kiff. Franchement, qui est un énorme kiff pour moi. Bravo sur ça, parce que... Merci, on est une grosse équipe. En fait, le concept, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est une bande de musiciens. On est 5-6 musiciens qui réarrangent des morceaux d'un artiste. L'artiste vient faire des répétitions pour découvrir cette nouvelle version de son morceau.
on filme tout ça, on filme le travail entre eux et tout, et ensuite on le fait dans un beau cadre, en live, avec voilà, un beau décor, belle lumière et tout. Et donc ça fait 2 morceaux, live session que le public découvre, et entre les deux un petit documentaire où on voit le travail pour arriver là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les rappeurs ou les rappeuses, ils n'ont jamais joué avec des musiciens. Exactement. Donc ils découvrent ça, ils se prennent leurs morceaux avec une nouvelle puissance. Ils découvrent, parfois ils redécouvrent. J'ai le souvenir de Landy, qui redécouvre en fait la puissance de son morceau. Il dit putain, ce que j'ai fait, ça tue en fait. Tu vois. Et donc c'est des moments, c'est de la musique en vrai. C'est-à-dire c'est des moments de connexion entre les gens, sans qu'ils se parlent, sans qu'ils se connaissent. T'as l'impression que l'artiste, le rappeur et les musiciens, ils se connaissent depuis 15 ans, juste parce qu'en fait ils ont été en symbiose à un moment sur leur son, tu vois. Vraiment, et c'est un énorme kiff. Donc moi j'écris ça, je le réalise. Ça a été un nouveau job pour moi parce que la réalisation d'un live avec beaucoup de caméras, avec des lumières à gérer, avec le son à gérer, etc. C'était un autre truc que j'avais jamais fait. Je suis content qu'il m'ait fait confiance pour le faire. Ça a été super instructif pour moi. Mais complètement. Mais tout est sorti de ta tête justement sur cette idée d'allier justement ces artistes-là avec des musiciens, avec un orchestre. Parce que moi j'ai vu sur le rendu, c'est génial. C'est ouf. Hein. Alors l'équipe de la place, notamment le boss Julien Choléwa, avait cette idée de mixer comme ça. Et après, en gros, on m'a dit essaye de concevoir un format audiovisuel là-dessus. Donc après, c'est beaucoup de scénarisation, voir comment on s'arrange. Puis après, les cadrages, les trucs. Enfin, tu vois. Mais ça revient à la mode un peu. France TV aussi a développé ça. Hein. J'ai vu, on a pu voir Nino aussi dans la même position, SCH aussi sur scène aussi. En fait, le hip-hop symphonique de Move, ils ont un truc comme ça où les musiciens classiques de Radio France jouent avec des rappeurs. Alors moi, je trouve que c'est un super format. Je voulais faire un peu différent. Je voulais qu'il y ait plus de symbiose entre le rappeur et le groupe. Tu vois, je voulais que ce soit un cercle comme ça, là où pour hip-hop symphonique, c'est l'artiste et derrière l'orchestre. Tu vois, c'est pas exactement le même bail. Et puis nous, on n'est pas sur de la musique classique en fait. On est sur un truc plus avec des instruments plus modernes. Plus modernes, plus groovy, c'est ça. Non, mais en tout cas intéressant. Là, il y aura une deuxième saison. Il y a une saison 1 là, qui s'est terminée avec combien ? Il y avait 6 ou 7 on a fait 7 ou 8 lives. On a eu Kalash Criminel, on a eu Landy, on a eu Lala Ace, on a eu Titoff, on a eu beaucoup de gens. C'était trop cool. A2H aussi, bien sûr. Le Juice. Voilà, je ne veux pas tous les citer, mais bon, il y avait du monde, c'était cool. Elle a fait OG et un autre, je ne sais plus, je me mélange dans les sons, mais c'était lourd, c'était très très lourd. Et John CEO, elle a fait John CEO aussi. Et une saison 2, on espère, c'est des programmes qui coûtent cher. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. L'argent n'est pas illimité nulle part, on vient d'en parler. Donc l'idée, ça serait que fin 2021, début 2022, on retourne des épisodes pour que on puisse offrir une saison 2 aux gens qui ont grave kiffé en fait, ça va apporter un nouveau truc. Non, d'accord. Justement, on parle de financement parce que tu animes aussi quelque chose autour de Groover Tips sur l'industrie musicale. Et c'est vrai que j'avais écouté des épisodes et tu donnais tous ces conseils pour aller chercher des subventions, des aides musicales, avec des termes un peu barbares. Pour les jeunes qui sont dans la musique, tu vois, quand tu leur parles de tous ces syndicats de musique qui peuvent les accompagner. Tu crois en ça, au fait qu'on puisse aussi accompagner des artistes d'un point de vue technique pour aller chercher des subventions, etc., pour structurer un peu leur carrière? En fait, tu vois, le rap, il a du succès en ce moment. Pourquoi ? Parce que chez toi, avec très peu de matos, tu peux faire des albums. Tu peux les poster. Sauf que, comme dans tous les métiers, il y a faire... Il y a savoir-faire et faire savoir, tu vois. Donc maintenant, tout le monde peut créer de la musique. Maintenant, c'est un autre game d'exister et de gérer l'industrie. Et sauf que la plupart du temps, les gens, ils savent pas faire. C'est normal, il n'y a pas de formation. Les gens, ils sont très forts pour apprendre à faire des prods, à faire du rap. Et c'est la meilleure partie de leur life, tu vois. Mais après, c'est autre chose. Mais totalement, Donc avec Groover, qui est une plateforme qui est destinée justement comme ça aux jeunes artistes pour les aider à se développer, nous on a mis en place un podcast où on donne des conseils sur telle ou telle thématique. Moi je crois beaucoup à ça, au fait qu'il faut donner du savoir aux plus jeunes pour qu'ils aient les clés
pour s'en sortir seul dans cette industrie et qui comprennent surtout que c'est une industrie, tu vois. Ce que tu disais sur les financements, il y a plein de gens, mais quasiment tout le monde. Ils ne savent même pas qu'on peut aller chercher des thunes à la région, dans tel ou tel organisme de la musique. Ils ne connaissent même pas les noms. Donc nous, on fait un taf où juste, on leur met des graines dans la tête, genre allez vous rendre. Parce qu'en vrai, tout est dispo sur Internet. Mais tu sais même pas que parfois, il faut aller le chercher. Donc nous, on essaie de faire ça, tu vois. Il faut écrire des dossiers, écrire des projets, même, tu as des directions régionales, des affaires culturelles, tu as des subventions de la région, des aides, etc., de l'accompagnement. Mais on sent bien que c'est difficile, si pour les artistes, de se focaliser aussi bien sur leur musique, mais de penser à cette dynamique-là, qui est importante pour moi, parce que, comme tu le disais même dans le podcast, tu peux aussi permettre de pouvoir récupérer des frais que tu as avancés, etc. Donc, il y a toute une économie derrière, et je trouve que ça manque d'informations, par contre, là, sur ça. Qu'il n'y a pas assez de diffusion de l'information et de la circulation pour savoir comment est-ce qu'on peut accompagner. Et ça, j'en ai parlé aussi avec Moussa Wagué, qui travaille aussi sur la création d'une maison de disques et qui travaille sur donner des cours, des conférences autour des droits voisins, c'est quoi, tu vois, toute cette thématique que certains artistes ne connaissent rien. Et Fianso, si tu veux, là, dans l'industrie, il est arrivé avec une maîtrise aussi de tous ces éléments-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de perspective, je crois que il y a une possibilité que ça dure, parce que souvent c'est ça, moi, ma question et la question que je te pose, c'est que les artistes d'aujourd'hui, évidemment que les sommes sont intéressantes, mais dans la durée et dans le temps, est-ce que dans 10 ans, ils seront encore présents? Mais tu sais, il y a un truc qui me fascine, moi, c'est que beaucoup, les plus jeunes, ils disent, ils veulent pas être là dans 10 piges, en fait. Ils sont là. Pour prendre. Ils prennent et ils kiffent, hein, je pense. Il y en a beaucoup qui disent, je prends, je suis là pour la thune. En vrai, ils kiffent musicalement, tu vois, ça sent, tu serais pas là si tu ferais autre chose. Il y a beaucoup plus d'argent à se faire ailleurs, en vrai, tu vois. Mais comment ils vont faire pour durer? Ouais, c'est compliqué. Je pense que les plus jeunes ont quand même appris des anciens. Sur la création de structures, notamment, tu vois. Moi quand je vois encore des gens qui n'investissent pas ni dans des studios, ni dans des choses comme ça pour structurer leur propre organisme, tu vois. Ce qui est logique quand tu fais quelque chose. Mais il y a encore beaucoup de difficultés. Il y a encore beaucoup, mais je pense que ça va venir. Tu vois, là, on est dans une période où ça commence à créer des petites conférences, des ateliers, des trucs, là, le podcast, tu vois. Les gens vont commencer à essayer d'eux, et puis surtout, Internet, c'est quand même une source incroyable. Tu cherches maintenant, il y a des articles sur tout le temps. Ça fait l'ancien qui dit ça, Internet, c'est incroyable, mais tu vois ce que je veux dire. Et sur ces questions-là, maintenant, il y a plein de pages qui créent des trucs un peu pédagogiques pour t'apprendre. Et voilà, on verra, hein, mais surtout les jeunes, ils ont compris, les plus jeunes, là, ceux qui commencent, ils ont compris qu'il fallait se structurer. Ce qui n'était pas le cas avant, ils ne savaient pas. T'es confiant, toi, sur la suite, justement, de la dimension, parce que tu parlais de cycle, mais sur le hip-hop, parce que, évidemment, tu vois bien même dans la mode, les Cortez, dans les années 90, aujourd'hui, elles ressortent, la TN, la Air Max. Donc c'est vrai que dans la musique, c'est un peu la même chose. Mais tu penses que là, on est dans une période où ça va durer cette hégémonie, je dirais, de la culture urbaine? J'ai peur, en vrai. Ouais, mais c'est ça. À titre personnel, j'ai peur, parce que là, on kiffe. Ah, mais oui. On est en train de savourer. Faut célébrer, déjà. Faut célébrer, tu vois. Faut célébrer. Mais après, on ne sait pas ce qu'il y a. Non, je pense que en réalité, là, je sais pas si vous avez peut-être dû vous en rendre compte aussi, il y a un peu moins de sorties d'albums qu'il y a 2 ans, quand c'était chaque vendredi, il y avait 7-8 gros projets. Là, ça c'est un peu, tu vois. Calmé, Mais en même temps, ça continue à faire beaucoup de chiffres. J'ai vu un article passer hier, je crois, je crois que c'est les gens du Snap qui disaient la prochaine tendance, c'est le zouk. D'accord. Ça va être le prochain gros truc. Bon, en vrai, dans le rap avec musique urbaine, parfois, on a des sonorités qui peuvent se rapprocher. Je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je sais qu'il peut y avoir des influences. C'est très métissé maintenant. Voilà. Tu vois, les musiques sont très métissées. Je sais pas, en vrai. J'aimerais dire... Je pense qu'il y a eu une telle... Tu sais quoi, ma réponse, c'est que je pense qu'il y a eu... Ça a impacté tellement toute une génération, là, que c'est des goûts... Pour les plus jeunes, ça va les marquer à vie. Ce que tu écoutes à 15-20 piges et que tu as énormément kiffé, tu gardes un amour pour ça. Donc ça ne va jamais disparaître. Tu vois. Sûr, ça a été tellement haut, que ça a impacté tellement de gens, que c'est sûr que ça va rester d'une manière ou d'une autre. Ça sera peut-être moins commercialement, mais ça va durer. Bien sûr, Mais pour revenir justement sur ça, parce que Radio France investit, et tu nous parlais de cette anecdote où en 2013, ils n'étaient pas pour, et là, aujourd'hui, en 2021, c'est le tapis rouge. Est-ce que... Parce que là, aujourd'hui, il y a de grands groupes qui arrivent. Tu vois, je veux dire, Combini arrive aussi sur des formats rap, brut. La concurrence, elle est assez forte dans ce milieu-là. Les chiffres de Radio France, parce qu'il faut savoir que c'est payé par les impôts de la population. Moi, je disais que c'était difficile de trouver aussi des audiences qui seraient satisfaisantes. Comment ça se passe là au niveau du Move Rap Club ? Alors,
moi, je n'ai pas les audiences radio encore, parce qu'en plus, ça sera Médiamétrie qui les donnera et tout. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vraiment, Move avait l'ambition, était content des chiffres qu'ils avaient jusqu'à présent, et que là, ils avaient l'ambition d'être forts sur YouTube, les vidéos, de rayonner. Ça n'existait pas avant, justement, le format de pouvoir. Il y avait quand même un peu de Pascal Seffran. Bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'avant, on faisait la radio, autour d'une table de radio, et c'était filmé. Donc, en fait, le produit, c'était pour la radio, et on le filmait aussi, tu vois. Là, maintenant, on pense le truc en premier pour la vidéo, et après, on découpe pour la radio. Déjà, la démarche, elle est un peu inverse. On pense pour la vidéo et on découpe pour la radio. Tu vois. C'est comme ça. Ah, on n'est même pas autour d'une table de radio, on est dans des canapés, tout ça, tu vois. Ah, donc ça, c'est le nouveau format, donc beaucoup plus axé sur le visuel que sur beaucoup plus axé sur le visuel. Et d'ailleurs, l'émission en vidéo sort avant la radio. Genre, on sort le mercredi en vidéo. Le lundi d'après, tout commence à sortir en radio. D'accord, ok. C'est intéressant. Pour ça, je te dis, genre, la notion de chiffre en radio, en fait, une marque comme Move se pense comme un média global. Elle se pense avec les chiffres de la radio, qui sont les leurs, je les connais pas précisément, mais avec YouTube, avec Twitch, avec les réseaux sociaux. Move, c'est aussi important sur Instagram, sur Twitter. Donc en fait, ils pensent un truc à 360. Voilà. Avec une notion de l'image qui rentre fortement dans les esprits, parce que la radio, historiquement, on était sur une diffusion. J'ai vu la transformation avec filmer justement l'intérieur des radios, et là maintenant, tu vois, sur un nouveau concept où on part sur un truc, filmer des choses autour des canapés, et puis sortir après en radio derrière. Donc c'est vraiment une autre approche, totalement dénaturée, mais mais c'est malin. En fait, le truc, c'est prendre aussi la tendance du changement. Bien sûr. Je crois qu'il faut s'adapter. Move, ils ont, je crois, quasiment 800 000 abonnés sur YouTube. Tu peux pas passer à côté de ça. Tu as des gens à qui il faut fournir un contenu YouTube, en fait. D'accord. Tu vois, si on met une émission radio, c'est cool à un moment, mais c'est pas exactement le but de YouTube. Tu vois, je vois. Donc, eux, ils pensent le truc sur tous les échelons, en fait. Il faut aussi être présent sur les autres plateformes et avoir des formats qui rentrent aussi dans les choses. J'ai te parler d'une collaboratrice à toi, Céline, qui a travaillé sur un documentaire Terrain. Tu as pu regarder, voir un peu? Pas du tout, tu n'as pas regardé encore. Tu n'as pas eu le temps de regarder, d'accord. Parce que je voulais un peu avoir ton avis sur ça, parce qu'il y a beaucoup aussi de place qui est donnée au hip-hop, au cinéma, à travers les séries. Validé, bon, tu as pu voir aussi un petit peu. J'ai vu la saison 2, là. Il y a la saison 2 qui arrive. Je l'ai regardé, tu l'as vu en exclu, d'accord, tu as vu aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que ça relève bien de l'image du rap dans la société? Alors, premier truc, c'est que je pense que la prochaine grande étape là, dans le rap, c'est justement les documentaires. Je pense que là, on a fait beaucoup de podcasts, d'émissions, des livres commencent à sortir. Voilà, c'est documentaires et livres. Tout le monde, dans les chaînes de télé, partout, tout le monde veut faire des documentaires sur le rap. T'en as fait un avec Damso d'ailleurs? Ah, j'en ai fait un avec Damso, j'en ai fait un autre avec Attic. Après, toutes les chaînes de télé veulent leur documentaire sur le rap parce que c'est bankable. Tu vois. Même les plateformes de streaming aussi, c'est attaque. Les plateformes de streaming, il y a Orelsan qui va sortir son documentaire sur Amazon Prime. Il y a beaucoup de trucs. Donc ça va être le prochain gros truc. Il faut que ce soit bien fait parce qu'il ne faut pas tomber dans la com. Là, c'est compliqué. De ne pas faire juste de la com pour des artistes. Il y a eu déjà des trucs qui sont sortis, faits par des gens en interne. C'est compliqué. C'est pas forcément mauvais à chaque fois, mais il faut essayer de faire le meilleur contenu possible pour pas que ce soit fade un peu, tu vois, que ça reste, qu'il y ait de l'impact. Donc je pense ça. Et après, tu veux savoir mon avis sur Valider saison 2, par exemple, sans spoiler, mais pour dire ce que toi t'en penses de ton regard juste téléspectateur, pas d'analyse. Non, en plus on l'a reçu, Franck Gastambide, là, il y a pas longtemps. Moi j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. D'accord. J'ai trouvé que donc c'est une fille qui incarne le personnage principal, elle joue très bien, et j'ai trouvé que moi ce que j'avais reproché un peu à la saison 1, je l'avais dit dans des émissions d'ailleurs, c'était que c'était un beau divertissement, mais que pour les gens qui connaissent vraiment le rap, il y avait des trucs qui étaient un peu trop clichés, grossiers, et qu'on aurait pu affiner un peu les choses parce que c'est fait par des gens qui connaissent le milieu, et donc on n'était pas obligé d'être trop bizarrement mainstream et faire comme si être en studio c'était appuyer sur un bouton. Enfin, tu vois, il y avait des trucs un peu bizarres pour les gens qui s'y connaissaient. Et là, je trouve que sur la saison 2, je pense qu'ils ont un peu plus fait attention à ça. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Où je me suis pas senti c'est n'importe quoi, tu vois. C'était crédible. Après, ça reste un divertissement avec des intrigues de ouf qui se passent, donc c'est pas la vraie vie non plus, c'est pas un documentaire le truc, tu vois. Mais c'était sympa, franchement, ça se regarde bien. Et voilà, j'ai préféré la 2 à la 1. D'accord, Je reviens sur le documentaire parce que c'est vrai que moi, ça m'a marqué le fait que
fais des commentaires à ta... T'es à Kinshasa quand même. Ouais, de ouf. Donc, parle-nous un peu de cette vie, ça devait être incroyable. Suivre Damso à Kinshasa, dingue. Ouais. Le monde, l'enjaillement, la population, ils étaient complètement dingues. C'était la première fois que tu allais en Afrique C'était la première. Alors, moi, j'étais allé en Afrique du Sud, j'étais allé en Éthiopie, mais en Afrique francophone, subsaharienne, comme ça, c'était la première fois. D'accord. Non, bah déjà, à titre personnel, de quelques années après avoir commencé, après avoir fait les sacrifices dans le rap, d'être envoyé à Kinshasa, faire un documentaire, être payé pour ça, genre tu te dis c'est ouf, tu vois, c'est une chance incroyable. Après sur place, bah, c'était juste monumental, c'est-à-dire que être avec un artiste de ce calibre-là, qui est impressionnant forcément, au moment où il sort un album qui est très attendu, déjà c'est précieux, voir le monde, parce que son but c'était de sortir l'album en Afrique au même moment qu'en France, donc c'est pour ça qu'il était là-bas. Et les gens, ils étaient comme des malades. Ah bah oui, mais comme des dingues. Et en fait, on en discutait un petit peu avec lui dans les quelques échanges qu'on a pu avoir là-bas. C'est qu'il disait, mais eux, c'est la chance unique de leur vie de voir moi, de voir une star. C'est-à-dire que même les stars, elles ne viennent pas vraiment dans les concerts parce que c'est compliqué. Et là, lui, il est là dans la rue et tout. Les gens, ils pétaient des câbles. Ça commence à se développer. Mais tu sens justement, parce que tout le monde parle de l'Afrique et que c'est le prochain endroit où tout va se jouer, quoi. Parce que tu vois, les gens sont dingues de musique, la population, elle est très très jeune, c'est les nouveaux consommateurs, il y a un marché qui est très fort. Et d'ailleurs, pendant le confinement, beaucoup d'artistes sont partis, je pense à Taiki qui est parti faire des concerts à l'étranger parce qu'on avait aussi une zone où c'était pas encore dans les restrictions du Covid. T'as senti quand même qu'il y avait un potentiel fort quand t'étais sur place? Bah, en fait, le truc, bon, je suis pas spécialiste, tu vois, mais de fait, quand tu vois la jeunesse là-bas, il y a un potentiel créatif qui est dingue. Tu vois, c'est fou. Kinshasa, qui est une ville en plus en vrai bouillonnement culturel, tu vois, de la jeunesse, c'est magnifique. Et ensuite, évidemment qu'il y a un potentiel de consommation de musique. Enfin, si on pense aux plateformes, j'ai l'impression que les plateformes rendent de plus en plus disponible la musique là-bas. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en termes de business et de téléphone, parce que nous, les gens qui prenaient des photos avec Damso, ils avaient un téléphone pour 15. Tu vois, donc aussi, comment tu gères ça? Moi, voilà, je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais le truc, c'est que j'aimerais que, forcément, que toute la musique est créée, ils y accèdent de la même manière, avec des tarifs qui correspondent à ce que nous... Parce que nous, 10 € par mois pour un budget moyen d'un Français... Il faudrait que ce soit l'équivalent dans les budgets de là-bas aussi, tu vois. Et selon les pays, il y a des disparités avec l'accessibilité à Internet, avec le smartphone qui va avec. Donc c'est vrai que bon, y a tout un questionnement, mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de population et de marché, c'est très très fort. D'ailleurs, le timing is gone. Ça va très très vite. Mais moi, ce que je voulais, parce que on va continuer un peu plus les prolongations. Ah ouais, j'adore. On a le droit de faire ces prolongations. Mais d'ailleurs, t'es partout, Ismaël, là en ce moment. Donc Move, t'as bossé avec Bouscapé. Là, il y a la place hip-hop avec les lives arrangés, il y a le podcast Groover Tips. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? J'arrive pas à percevoir un peu quelles ambitions tu te donnes, parce que là, t'es partout. J'essaye de faire plein de trucs qui me font kiffer. Et j'essaye de fonctionner au coup de cœur. J'ai la chance, c'est une énorme chance, j'ai beaucoup travaillé pour ça, que maintenant on m'appelle pour me proposer des projets. C'est une chance que je savoure à chaque fois qu'on me propose un truc. Mais sincèrement, tu vois, parce que je sais que c'est pas gagné et je travaille énormément pour ça. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je continue à avoir des opportunités qui me font plaisir, tu vois. En vrai, j'ai deux trucs. Je sais pas quand l'émission va sortir. Donc, je balance un petit truc. Il y a un projet écrit un peu long qui sortira en 2022. D'accord. J'en dis pas du tout plus pour ne pas mettre des gens en galère, etc. Mais voilà, donc ça c'était un peu une ambition et ça c'est fait. Enfin, c'est en cours d'être fait. Et en vrai, moi, ce qui me ferait kiffer, donc, c'est de continuer tout ça et de faire du doc. Faire du documentaire, d'en refaire des plus gros. J'aimerais bien faire un truc peut-être avec à l'étranger, tu vois, à l'international, peut-être avec du rap américain dont on parle plus trop dans les médias français. Enfin, tu vois, on parle moins de rap américain. Mais c'est vrai que tu étais très axé rap américain et j'en discutais tout à l'heure avec toi. Et que même quand on a fait le live, c'est vrai que t'es pas non plus dans cette tendance d'écouter tout ce qui sort, de toutes les nouvelles tendances, de tous les nouveaux jeunes, mais t'es très attaché aussi à la culture hip-hop de base et t'écoutais beaucoup dans ta playlist. Je sais qu'il y avait des trucs assez anciens, bien sûr, il y a du R&G, des choses comme ça. J'étais étonné. Donc c'est vrai que
T'es encore dans ça et t'aimerais aussi travailler sur cette dimension-là à l'étranger? Après, c'est aussi pour réaliser des kiffs perso. T'imagines si tu peux rencontrer des artistes américains que t'apprécies. Si mon métier peut me permettre de faire ça. Moi, j'ai deux rêves. Je veux parler à Dr. Dre et je veux parler à Jay-Z. C'est très basique, hein. Mais si je peux faire un vrai travail journalistique à un moment et les avoir dedans, etc., ça serait un énorme kiff. Je pense que c'est relativement impossible, mais on ne sait jamais. On a fait le live avec... c'est Sindanou. Sindanou, exactement. Bien sûr. Avec Sindanou, et Sindanou nous a raconté justement qu'il avait rencontré toutes ces personnes-là, quoi, et qu'il avait été à Compton, sur place, etc., etc. Donc je me dis, c'est possible. Il avait des photos avec vraiment des gros noms, quoi, tu vois. Bien sûr. Je me dis, tout est possible. Peut-être une possibilité derrière, quoi. Mais en tout cas, on sent vraiment que tu es un passionné de cette musique, que tu es l'un des premiers aussi à défendre cette musique-là. Il y en a plein, mais aussi. Mais voilà. Mais juste pour revenir, parce que là, on est dans une période assez compliquée, justement, en France, avec beaucoup de sujets, et je suis sur un sujet un peu plus politique, avec des thématiques qui reviennent, la sécurité, l'immigration, etc. Et je regardais Terrain, parce que tu l'as pas vu, mais on aurait pu en discuter rapidement, parce qu'on est sur une caméra qui est embarquée dans le quartier, et qui montre aussi les rappeurs dans leurs réussites, leurs échecs. Donc il y a beaucoup de rappeurs, plus de 20 rappeurs. Derrière, il y a aussi, on montre aussi beaucoup, si tu veux, la rue, le rap. Et cette association-là, quelquefois, on s'interroge sur l'impact que ça peut avoir pour des gens qui regardent ça de l'extérieur. Comment toi, tu perçois ça? Tu veux dire comment le rap peut être perçu, notamment en année présidentielle, par un public qui n'écoute pas de rap? Exactement, tu vois, quand on voit ce genre de reportage, un peu dans la même tranche que le film Bac Nord qui décrit un peu ce qui se passe dans les quartiers. T'as pas vu non plus. Et on sait que c'est des sujets qui reviennent. Moi, je me dis, je sais pas toi comment tu vois les choses. Alors, j'ai pas vu Terrain, j'ai pas vu Bac Nord, donc je vais pas m'immiscer. Bien sûr, tu vois. On va dire que ma conviction profonde, c'est que les gens qui auraient tendance à penser du mal de ce genre, de ces contenus-là. Ils n'ont pas besoin de ces contenus-là pour penser ça, en fait. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont déjà... Je pense que quand le Front National, il faisait quand même des gros scores dans les années 80, il n'y avait pas de rap. En 2002, le Front National, il est au second tour. Le rap est là, mais ça ne concerne pas... mais là, la différence, c'est que c'est rentré quand même dans le débat et c'est banalisé un petit peu, si tu veux, aux heures de grandes écoutes. Mais tu vois, je pense que... là, on va sortir des exemples clichés, mais tu vois, un Zemmour qui est là tous les jours à la télé, ou tous les autres personnes qui sont sur ces plateaux-là, en fait, ils font un travail qui est encore tellement pire qu'un documentaire ou qu'un film. Après, voilà, je pense que le rap ne sera jamais... Tu utilises tous les prétextes que tu veux pour penser, pour faire valoriser tes idées, en fait. Tu vois, pour valider ta thèse. Pour valider ta thèse, en fait. Tu utilises tout. Et c'est toujours comme ça qu'il y a des polémiques sur des rappeurs, on va dire un machin et tout. Exactement. En vrai, ça fait partie du succès, je me dis, du rap aussi, qui est beaucoup exposé. En tout cas, c'était très intéressant. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir un peu tout ce qui se passe sur le compte d'Ismaël Merighetti avec La Place Hip Hop, les lives arrangés. Allez vous renseigner, allez voir un peu ce qui se passe. Le podcast, il est encore disponible, justement? Lequel? Groover Tips, c'est disponible sur toutes les plateformes. Gimmick, j'aimerais bien le relancer sous une autre forme. Je pense que ce qu'on a fait, vous êtes bien placé pour savoir ça. Les médias, il faut avoir son créneau. Bien sûr. Et Gimmick a eu son créneau pendant 3 ans. Je pense que là, le créneau est passé et que moi, j'aime toujours apporter quelque chose de neuf dans tous les contenus que je fais. Sûr, donc, si Gimmick, je le relance, ça sera sur une autre forme. Faut que je repense le truc. D'accord, ok. Après, il y a une question de temps. Tu disais. Bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je vois beaucoup de trucs, et notamment avec ton nouveau rôle auprès de Move Rap Call. Mais bon, tu me disais, c'est une hebdomadaire maintenant. Donc, on enregistre une fois par semaine. Mais ça prend quand même du temps de bien préparer. Tu vois, moi, pour une émission, je bosse 1 jour et demi, 2 jours pour une émission d'1 heure. D'accord. Donc, c'est beaucoup de boulot. En tout cas, on a bien compris que début 2022, il y aura des choses qui vont arriver sur le feu si tout va bien. On sera très, très attentifs. D'ici là, n'hésitez pas à continuer à nous suivre dans le truc. On vous propose aussi des invités qui seront différents, qui proposeront aussi du contenu de qualité. En tout cas, c'était un plaisir, Ismaël. C'était un plaisir partagé. Merci. Premier live, première interview. Je crois on fera le nécessaire pour qu'il y ait une deuxième étape. Je suis là. Rapidement. En tout cas, on sait que là, maintenant, on sait que la connexion, elle est faite. On s'est vu, on a échangé, mais il y a plein de sujets. Le rap, musique numéro 1, c'est l'hégémonie, c'est un contrôle total. Profitons-en. On va profiter, on va célébrer, comme tu l'as dit. Merci à tous, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur tous les réseaux dans le truc. Bye bye, ciao. Ciao.